Après toute une nuit de jeûne, il est très important le matin, dès le réveil, de bien manger afin de pouvoir booster sa journée avec plein d'énergie. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de SOS Docteur TV, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Plateau du Bien-être. Nous sommes là encore aujourd'hui pour vous donner des conseils pouvant vous permettre d'améliorer tout simplement votre condition de vie. Bonjour le plateau. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour Ezekiel. Très bien, très bien, très bien. Tu vas très bien, ça va, juste comme ça. Moi, j'ai démarré la journée en grande pompe, comme on dit souvent, donc voilà, je suis de bonne humeur. Alors Gisèle, bonjour. Bonjour Blondine. Comment tu vas? Je vais très bien, toi? La journée, elle a bien démarré? Très bien, je suis en forme. Tu es sûre que tu es en forme? Oui, je suis en forme. En tout cas, même si tu n'es pas en forme, tu seras en forme tout à l'heure. Ça, c'est sûr. Je te promets. Bonjour Nachat. Bonjour Blondine. Comment bonjour tu vas? Ezekiel. Je me porte bien. Bonjour Gisèle, Bonjour j'espère que tu te portes bien. En tout cas, je rends grâce. Oui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. J'espère que j'ai bien dit. Alors, très chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, aujourd'hui dans cette émission, nous aurons à parler de l'importance du petit déjeuner. Et déjà, dans notre causerie du jour, j'aimerais demander au plateau, à mes chers chroniqueurs, ce qu'ils pensent du petit déjeuner togolais. C'est-à-dire, souvent au Togo ici, nous on aime aïmolou, con. Même si c'est pâte d'hier, on réchauffe le matin. C'est encore mieux. D'hier, là, pas beaucoup parler. Vous en pensez quoi, vous? Personnellement, je dirais que c'est parce que je vois que personne ne me prend la parole par rapport à ça. Non, ils veulent faire genre, nous on ne consomme pas. Mais je sais que vous avez pris une mot avant de venir dans le studio ce matin. Je sais que, voilà, c'est vrai que beaucoup de personnes n'aiment pas assumer cette alimentation-là qu'on a plus souvent au Togo, alors que c'est quelque chose qui est très très courant. La chose la plus courante d'ailleurs au Togo, c'est, enfin, c'est composé de soit d'aïmolou, soit d'haricots, de pommes, de tout ce qu'il y a de plus ou moins lourd déjà dès le matin. Je pense que c'est une habitude qui est vraiment ancrée maintenant au Togo. C'est vrai, ça va être difficile de pouvoir changer radicalement cette habitude-là, mais je pense que voilà, les Togolais ont déjà cette habitude. Ce sont les mets de chez nous, ce sont les mets qu'on retrouve. Il y a des gens qui vont que manger ce matin avant, enfin, toute la journée, quoi. Donc ils préfèrent prendre quelque chose de lourd directement et après dès le matin et passer la journée. Maintenant, après, il faut savoir aussi que c'est des mecs qui sont très très bons, des repas qui sont très bons généralement, donc les gens préfèrent aussi les consommer juste comme ça. Maintenant, après, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Bah, je pense qu'on saura. Bon, on saura. Une chose est sûre, si c'est bon ou pas, avant la fin de cette émission, on saura. Oui, la chasse. Béton. La pâte d'hier, très tôt le matin. Et bien, là, il fait avec beaucoup de gari. Justement. Mais comment je peux préparer la pâte? Par exemple, hier nuit, il reste, et puis je vais prendre ça pour jeter. Non. On ne gaspille pas la nourriture. Non seulement la religion dit ne gaspillez pas, même si la religion ne dit pas. Pardon, pas jeter. Il y a des gens qui ont fait ailleurs, donc tout à fait. On est obligé. Donc, si tu peux manger à Imo, je pense pas si cette habitude alimentaire est conseillée. Peut-être que les spécialistes nous en diront plus. On ne sait pas, mais en tout cas, on a grandi avec, on est né avec, on voyait nos parents avec cette habitude alimentaire. Donc, je pense que ça ne tue pas, manger à Imo très tôt le matin. Surtout qu'il y a des gens qui disent souvent les cotocolis, oui, il n'y a pas de souci. On va manger à Imo très tôt le matin. Après, on prend coco, on prend bouillie, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est pour rigoler quand même. Je pense ce sont des trucs qu'il faut conseiller, qu'il faut beaucoup en discuter. C'est très important de savoir qu'est-ce que nous devons manger très tôt le matin, déjà pour notre bien-être, surtout pour toute la journée, étant donné que nous venons au boulot chaque jour, qu'est-ce qu'il faut manger. En tout cas, c'est vrai, d'autres diront, moi je prends juste du thé chaque matin. En tout cas, certaines personnes n'ont pas cette occasion-là. On se réveille le matin, tout ce qu'on trouve, on mange, on se met à la place des maçons par exemple. En tout cas, c'est juste pour remplir le ventre. Le thé, un morceau de pain, ça fait rien du tout pour toute la journée. Ça dépend du gobelet. Justement, après les efforts que ces maçons-là déploient, ils fournissent assez d'énergie pour le travail. Je pense que ça dépend de ce que tu veux faire dans la journée. Et puis en fonction de ça, tu sauras quoi manger. Et puis bon, ça passe quoi. N'est-ce pas? Alors Gisèle, toi, est-ce que tu es toujours...
quand tu te réveilles le matin, déjà, est-ce que tu manges et puis est-ce que tu manges lourd? Mais Blondine, mais moi je trouve que le petit déjeuner à la togolaise, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Et moi, généralement, quand je me réveille le matin, j'arrive pas à manger très tôt. Déjà, il faut savoir la tranche d'heure du petit déjeuner. Est-ce que c'est très tôt, de 6 heures peut-être à 9 heures qu'on parle de petit déjeuner, ou bien c'est déjà à partir de 10 heures en allant? Parce que si c'est le matin très tôt, de 6 heures à 9 heures comme ça, il y a certaines personnes qui préfèrent prendre quelque chose de très léger, peut-être du café ou du lait, quelque chose, ou bien de la crème, ça dépend. Mais non. Ici au Togo, comme on achète Ezekiel, ici au Togo, la plupart du temps, les matins, c'est à Imolu, c'est comme, et même si vous avez eu à faire des repas la veille, le lendemain, on rechauffe et tout, pour pouvoir tenir quoi dans la journée. Mais moi personnellement, je n'arrive pas à manger tôt. Si je vais manger avant midi, c'est qu'il est déjà 10 heures en allant. Là, je mange. 10 heures en allant. Oui, je peux manger peut-être du haïmolou, du com et tout. Mais d'un autre côté, il y a les spécialistes qui disent que c'est pas trop conseillé. C'est pas trop conseillé avec pour garder la ligne, bien, pour avoir une bonne pour garder sa forme et tout, il faut savoir manger. Et le petit déjeuner est privilégié, mais quand même de voir quoi manger. Quoi manger déjà à partir de 10 heures, 11 heures comme ça. Il faut savoir quelle alimentation est-ce que il faut choisir pour pouvoir garder sa ligne. Alors, Ezekiel, dis-moi, toi par exemple, est-ce que quand tu te réveilles le matin, est-ce que des fois il t'arrive peut-être de prendre du thé? C'est vrai qu'au Togo on aime Aïmolou comme on le dit, mais est-ce que voilà, il t'arrive par exemple de prendre du thé? Et quand tu le prends, est-ce que tu te sens bien tout au long de la journée? Parce qu'il y a ça aussi. Il faut quand même manger, mais bien se porter pour la journée, parce que le petit déjeuner, comme on le dit, c'est le repas le plus important de la journée. Quand tu rates ça, c'est que c'est fini. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'il faut aussi prendre le facteur temps. Parce que le facteur temps est un facteur important aussi. En tout cas, sur le fait qu'il faut prendre un petit déjeuner ou non. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils se réveillent, c'est directement à la douche et puis se changer, s'habiller et puis partir au boulot, qui n'ont pas forcément le temps de prendre un petit déjeuner, disons proprement dit. Maintenant, après, moi, j'ai l'occasion, quelquefois, de prendre du thé. Parfois avant de venir au boulot, ou peut-être juste après être arrivé au boulot, prendre un petit café, un petit thé pro. Des fois c'est juste pour se réveiller. En vrai, c'est pas vraiment un petit déjeuner, parce que un petit déjeuner, je pense pas que ce soit composé de juste du café. Le café, est-ce que c'est suffisant pour vraiment tenir jusqu'à l'heure du déjeuner? Ça, j'en sais rien. Mais moi, un petit thé pour me réveiller, ça me fait du bien. C'est vrai. Donc maintenant, après, il faut aussi noter que beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, ont le souci de temps, qui n'ont pas forcément le temps de pouvoir justement prendre un petit déjeuner, mais qui préfèrent donc directement prendre, comme on le dit, du haïmol ou comme tout ça, et puis ils savent que c'est ok, des fois même après, jusqu'à 16 heures, qui peuvent encore commencer à penser à manger autre chose. Donc je pense que ça dépend de vraiment toutes les personnes qui aiment en tout cas prendre du petit déjeuner, parce que c'est quand même un repas qui doit être plus ou moins complet, le petit déjeuner. Donc je pense que c'est vraiment le facteur X temps qui conditionne tout ça, oui. Et puis, je pense aussi qu'il y en a qui, au petit déjeuner, prennent du fruit. Ils font du smoothie, ils mixent des fruits qu'ils prennent. Ça aussi, ça permet d'être hydraté, d'être bien, quoi. Contrairement au fait qu'on prend peut-être du haïmolou, du com. C'est vrai que ce sont des repas résistants qui vont t'aider peut-être à ne pas avoir faim rapidement et peut-être vaquer à tes occupations. Mais moi, j'ai fait un constat. Ce sont des repas chauds, assez lourds, mais quand tu les prends, tu as tendance à vouloir dormir, à ne vouloir pas faire grand-chose. Mais moi, franchement, quand je prends comme le matin ou bien haïmolou, je n'ai plus envie de rien faire. Même la pâte d'hier, je n'ai pas envie de rien faire. Ça rend lourd et tout. Mais quand tu essaies de prendre par exemple du café ou bien accompagner peut-être du pain ou bien du croissant, ou bien tu prends quelque chose de léger, tu te sens bien. Et à midi, quand tu manges maintenant bien un repas résistant, peut-être comme ou haïmolou, moi je pense que ça passe vraiment crème. Mais quand c'est
déjà le matin avec comme là, moi, avec mon expérience, ça me rend lourde. Je n'ai envie de rien, j'ai juste envie de dormir et tout. Donc, je pense en tout cas, même ce que je sais, quand tu prends un repas comme à Imolu, quoi que ce soit, en tout cas, c'est pour fournir assez d'énergie. En tout cas, je prends toujours l'exemple des maçons parce que les maçons trouvent quoi en tout cas, je sais déjà ce qui m'attend dans la journée, au cours de la journée. C'est à moi de savoir qu'est-ce que je dois manger concrètement. En tout cas, ça dépend. Moi, je ne peux pas prendre du café le matin. Au risque de ne pas m'évanouir dans la journée. Parce que ça dépend souvent. Bon, c'est vrai qu'il faut juste, c'est pour rigoler, c'est vrai qu'il faut juste prendre quelque chose de lourd. Parce que dans la journée, quand tu vois déjà ton programme qui est déjà chargé, peut-être que tu n'auras même pas le temps de manger. Même la pause, on dit la pause, tu n'auras même pas le temps de manger. Si vraiment tu as une journée très, très, très chargée, donc vaut mieux de s'apprêter pour ne pas s'évanouir toute la journée. Pardon. Et puis Blondine, j'ai l'impression que ces derniers temps sur les réseaux sociaux, il y a ces informations-là qui pullulent par rapport au rôle même du petit déjeuner. Des gens disent jeûne intermittent, tu manges la nuit, peut-être vers 20 heures. De dégraisser le ventre là. C'est fini, tu manges plus, c'est parti pour 20 heures, même 18 heures. Oui, c'est parti pour midi et on saute le petit déjeuner. Soit-disant pour garder la ligne ou bien pour fondre du ventre et tout ça. Est-ce que vraiment c'est bon, je ne sais pas. Est-ce que le nutritionniste sera bientôt sur ce plateau? On aura l'opportunité de lui poser toutes les questions qu'on veut. Aujourd'hui, là seulement, il va répondre à toutes les questions. Surtout les personnes qui ont un gros ventre et tout. Ils se disent, bon, moi, le petit déjeuner, j'ai suivi sur Internet, on a dit que, voilà, quand on prend le petit déjeuner, ça alourdit. Et du coup, ton ventre va rester comme il est. Du coup, je ne veux même pas essayer de prendre un petit déjeuner le matin. Est-ce que c'est une bonne méthode ou pas? Je reviens toujours sur ce que Gisèle vient de dire. C'est vrai qu'il y a des spécialistes sur TikTok et tout, et dont des conseils en fonction de leur climat. Maintenant, moi, je suis par exemple ici au Togo, je suis en train de suivre les conseils de ce spécialiste. Je prends ça, alors que normalement, la manière dont la personne donne ses conseils, c'est carrément, le climat qui est là-bas, c'est carrément différent de ce que nous vivons ici. La personne dit par exemple de manger avant 18 h ou avant 20 h. Par exemple, peut-être qu'il ne prend même pas compte de l'heure de là-bas. Maintenant, moi, je suis en train de suivre la vidéo en question, je mets ça en pratique peut-être demain. Après tout, bon, il y a des problèmes, je ne sais pas ce qui se passe. Les ulcères par-ci. Justement, maintenant, on reste à la maison sans même aller voir un spécialiste, donc pas de l'automédication et tout. Moi, je pense qu'il faut, il y a des trucs qu'il faut revoir carrément sur les réseaux sociaux. C'est pas tout qu'il faut mettre en pratique concrètement. Allez-y dans un centre de santé, demandez l'avis d'un spécialiste avant de mettre en pratique ces conseils, tout simplement. Demandez toujours l'avis d'un spécialiste avant de mettre en pratique les conseils. Merci beaucoup, Nachat. Merci à vous aussi, Ezekiel et puis Gisèle. Nous allons poursuivre cette émission et avec l'info du jour. C'est juste après le jingle. Le gouvernement ivoirien introduit dans son programme de vaccination de routine 131 100 doses de vaccins antipaludiques pour les enfants de 0 à 23 mois, une première pour le pays. C'est un élément à suivre de nos confrères de Africa 24. Le paludisme est une préoccupation de santé publique en Côte d'Ivoire, représentant 30% des consultations hospitalières et la première cause de mortalité. Pour lutter contre cette maladie, le gouvernement ivoirien a introduit 131 100 doses de vaccins antipaludiques R21 par Matrix M dans son programme de vaccination de routine pour un coût de 3 milliards de francs CFA. Avec ces vaccins, nous allons donc renforcer notre arsenal de lutte pour l'élimination du paludisme dans notre pays. Et nous sommes très heureux donc de commencer donc cette vaccination. Notre objectif, c'est vraiment de renforcer notre plan donc de lutte contre la mortalité, surtout au niveau des enfants.
Ce déploiement permettra de vacciner 250 000 enfants âgés de 0 à 23 mois dans 38 districts sanitaires repartis dans 16 régions. À noter que le vaccin a été recommandé en octobre 2023 par l'OMS pour prévenir le paludisme chez les enfants à risque de contracter la maladie. Il faut qu'on puisse continuer à renforcer les stratégies en cours. L'objectif à terme, c'est vraiment d'éliminer le paludisme d'ici 2030. Les vaccins seront déployés à partir du 15 juillet 2024 pour les enfants âgés de 0 à 23 mois. L'extension de la vaccination antipaludique se fera progressivement dans les 75 autres districts sanitaires d'ici la fin de 2024. Vous savez qu'ici en Afrique, le paludisme est une maladie vraiment, je dirais même que c'est devenu plus qu'une épidémie parce que c'est une maladie qui fait ravage. Et mettre quand même à la disposition de la population des vaccins, je pense que c'est quand même une innovation et puis un effort à louer de la part du gouvernement ivoirien. Ben, c'est sûr, hein, parce que le paludisme tue vraiment. C'est une maladie qu'on a tendance à banaliser, mais c'est une maladie qui fait tellement de rage. Le paludisme tue au moins 4 personnes par jour. 4 personnes, c'est énorme. Chaque jour. Hein. Et au moins 3 enfants. Donc, on peut dire que ces vaccins-là que l'État ou bien le gouvernement ivoirien a réceptionné, c'est vraiment salutaire. Ça va aider, même dans le reportage, on l'a suivi, ça va aider à vacciner au moins 250 000 enfants de moins de 5 ans. De 0 à 23 mois, je pense. Donc, je pense que c'est vraiment à louer. Et aussi, c'est l'occasion c'est l'occasion pour les autres États, les autres pays aussi de voir que, ou bien d'appliquer, ou bien d'essayer de faire aussi comme l'État ivoirien. Parce que les enfants sont des êtres plus vulnérables. Ils sont trop fragiles. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait ces genres de choses pour pallier cette maladie-là qui ravage. Vous savez, la réalité du paludisme diffère selon les pays, les États, tout ça. Et moi, ça m'attriste beaucoup lorsque j'entends dire qu'il y a quelqu'un qui est décédé du paludisme. Ça m'attriste beaucoup parce que voilà, ça fait longtemps que cette maladie fait ravage en Afrique et je pense qu'il est temps vraiment de mettre en place les moyens, que ce soit financiers ou ressources humaines, pour pouvoir, voilà, même si c'est pour des collectes de fonds, pour obtenir le vaccin dans tous les pays d'Afrique. Ça serait la voie royale pour justement éradiquer aussi le paludisme ici en Afrique, parce que ça fait très longtemps que sous dessus le paludisme n'existe plus. Donc voilà, je pense que malheureusement on est toujours en retard et voilà, il faut mettre le paquet pour justement, avec ce vaccin qui est vraiment une aubaine aujourd'hui, à pouvoir rapidement préserver surtout les enfants, parce que pour les enfants c'est plus dangereux lorsque le système immunitaire n'est pas encore prêt à lutter contre ce genre de maladie. L'enfant a vraiment peu de chances de survivre face à ça, et donc c'est aussi pour les enfants surtout que moi j'exhorte vraiment à ce que les moyens soient mis rapidement pour qu'on puisse voilà, en arriver à l'éradication du paludisme. Alors, je pense que c'est une très belle initiative parce que je pense qu'il y avait déjà le Cameroun. Après le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire et puis d'autres pays africains qui emboîtent ce pas-là. C'est déjà une action à féliciter. C'est vrai qu'ici au Togo, le Togo fait ses efforts quand même en ce qui concerne la distribution des moustiquaires. On a vu du tout et par-ci. Et puis récemment, il y a aussi la dengue qui fait parler d'elle. On avait passé même un communiqué dans un journal. Il faut prendre tellement de précautions en dormant sous une moustiquaire, en portant des habits longs. C'est un truc qu'on néglige souvent. Mais en tout cas, les moustiquaires qu'on distribue, ça ne permet pas de faire des jardins, comme on le voit. En tout cas, dans une chanson, je voyais où on a utilisé des moustiquaires pour faire des trucs de la mariée, des rideaux. Même à la pêche, les gens qui font de la pêche avec ça, c'est destiné à nous préserver. Justement, je pense que c'est l'occasion d'attirer l'attention de nos chers téléspectateurs également à se protéger contre le paludisme, contre également la dengue. C'est vrai que
les deux maladies un peu, bon, en tout cas, on dirait que c'est la même maladie, mais en ce qui concerne les symptômes, quelquefois, ça se ressemble un peu. Je pense que pour la dengue, c'est un peu plus prononcé. Oui, c'est un peu plus prononcé. C'est vrai qu'on attend au début la dengue dans tel pays, la dengue dans tel pays. Maintenant, il y a la dengue au Togo. Donc, il faut prendre des mesures nécessaires pour éviter ces deux maladies, le paludisme et puis la dengue. Et comme l'a dit Nachat, c'est très important de dormir sous une moustiquaire. Si le gouvernement togolais prend quand même l'initiative de distribuer des moustiquaires, c'est pour protéger pas que la maman et le bébé, hein, c'est pour toute la famille. Donc essayez quand même de dormir sur une moustiquaire et surtout protégez-vous parce que nous sommes en période de pluie également, et c'est en période de pluie qu'il y a beaucoup de moustiques. Voilà, donc prenez soin de vous et faites très attention. C'est sur ces mots que nous marquons une courte pause et nous revenons juste après. À présent, nous allons avoir des informations sportives avec Ezekiel. C'est juste après le jingle. Ezekiel, aujourd'hui, nous parlons de Tour de France et Euro de football. Tout à fait, Blondine. Aujourd'hui, nous parlons de Tour de France et d'Euro de football. Alors, le Tour de France, évidemment, tout le monde sait que c'est la course cycliste qui prend son entame d'Italie et qui finit en France généralement. Donc, c'est un tour qui dure sur une période d'un mois, à peu près, un peu moins d'un mois, 3 semaines environ. Donc, le Tour de France a commencé déjà depuis le 29 juin. Donc, le 29 juin, déjà, on avait un maillot jaune au niveau du Tour de France qui est Tadej Pogačar. Donc il est slovène, ancien maillot jaune déjà, parce que c'est juste après 3 étapes de Tour de France, donc il est déjà maillot jaune. Mais hier nous avons eu un nouveau maillot jaune qui est Richard Carapaz, donc il est équatorien, équatorien, le nouveau maillot jaune du Tour de France actuellement. Et nous avons comme maillot vert Jonas Abrahamsen qui est norvégien. Donc c'est le maillot jaune et le maillot vert, le maillot vert. Et Jonas Abrahamsen est aussi maillot à pois, maillot à pois. Le même Jonas est aussi maillot à pois. Donc c'est un maillot blanc avec des pois. Peut-être que vous allez voir à l'écran tout à l'heure. Voilà, maillot à pois. Et aussi nous avons Remco Evenepoel qui est belge et qui est maillot blanc actuellement. Donc c'est un peu le topo vous verrez le classement général plus tard, mais c'est un peu le topo aujourd'hui des personnes qui sont plus ou moins notables pour le Tour de France actuellement. Et je peux vous le dire, hier il y a un nouveau gagnant, en tout cas un gagnant africain, le premier africain à avoir gagné une étape de Tour de France, qui est Germany Biniam. Voilà, il est d'Érythrée. Donc il a gagné hier l'étape de Tour de France après une chute qui a eu lieu entre quelques coureur cycliste à 2 km environ de l'arrivée. Donc il est c'est ça, c'est lui à l'écran, Binam, donc à Binam qui a gagné hier la 3e étape du Tour de France. Félicitations à lui. Là, Ezekiel, moi j'ai envie de te demander, parce que j'ai pas forcément l'habitude de suivre le Tour cycliste. C'est quoi la différence entre le maillot vert, le maillot jaune, le maillot à petits pois rouges? Bon, alors, je vais essayer de vous expliquer brièvement ce que c'est. Alors, le maillot jaune, c'est celui qui porte, en tout cas c'est le coureur qui a été le plus rapide sur l'ensemble des étapes. C'est-à-dire que on est à la 3e étape. Donc le Richard Carapaz est aujourd'hui maillot jaune. Donc en tout cas c'est le meilleur sur les 3 étapes aujourd'hui. Donc il porte le maillot jaune en symbole du premier de la course pour le moment. Donc c'est un truc qui peut varier au fur et à mesure des étapes et de la course. Le maillot vert, c'est celui qui est porté par celui qui est le coureur qui a le plus de points au classement par points. C'est-à-dire que en dehors du classement général, il y a un autre classement qui se fait par points, et donc c'est lui qui est le premier dans ce classement là. Et le maillot blanc à pois rouge est le maillot du meilleur grimpeur, c'est-à-dire que on a des étapes où il faut vraiment grimper, c'est comme des montagnes. Donc le meilleur grimpeur, donc c'est lui qui porte le maillot à pois, blanc à pois. Et le porteur du maillot blanc qui est parrainé par une entreprise aussi qui est partenaire avec le Tour de France, est le coureur âgé de 25 ans au plus. Donc
pas plus de 25 ans, et qui, enfin, au cours de l'année, qui est le mieux placé au classement général. Donc, il s'agit de Remco Evenepoel, qui est belge, et donc qui est maillot jaune aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire par rapport aux différents maillots. Oui, c'est bien distingué. C'est bien, parce que si par exemple, je ne suis pas... Moi-même, je fais le tour et puis... Arrivé un moment, je sens que maillot jaune là, ça ne peut pas me prendre. Ça peut te laisser. Au moins, ça peut me laisser. Au moins, peut-être aller vers le vert ou aller vers le blanc. Ouais. Mais je pense que c'est une bonne chose quand même. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'en termes de compétition, on sait que tout le monde ne peut pas gagner. Oui. Et donc, c'est aussi, disons, une compensation pour les autres qui peut-être qui ne peuvent pas gagner, à se focaliser. Voilà. Et puis, c'est aussi le fait de faire découvrir vos qualités aussi, parce qu'il y a des gens qui sont plus grimpeurs, il y a des gens qui savent par exemple courir en peloton, donc c'est un groupe de personnes qui peuvent vraiment tenir la tête de la course pendant longtemps, mais peut-être qui vont perdre à la fin faute de fatigue. Donc voilà, c'est aussi le bon moyen pour certains coureurs de pouvoir exprimer leur talent à différents niveaux, que ce soit maillot jaune vert ou encore maillot blanc à poids. Mais si Ezekiel, moi j'ai envie de savoir quelque chose. Quels sont les pays qui sont représentés? Alors il y a beaucoup de pays qui sont représentés, il y en a tellement pratiquement, mais c'est aussi par des qualifications aussi, quand on arrive au Tour de France. Mais aujourd'hui il y a beaucoup plus de pays d'Europe, quelques Africains aussi qui participent, mais beaucoup plus de pays de l'Europe qui participent, même si aujourd'hui on a eu un Slovène, un Équatorien qui est en Amérique du Sud, mais ce sont des qualifications qui entraînent aujourd'hui les personnes au Tour de France. Merci beaucoup, Ezekiel. Alors, avant de passer à l'Euro de foot, on va voir le classement général. C'est là-bas, je m'en vais là-bas comme ça. Donc, tu me vois comme ça, je marchais droit là-bas comme ça. Pourquoi tu me coupes? Ah non, je te coupe parce qu'il faut quand même... là-bas comme ça. Il faut quand même découvrir le classement général du Tour de France. Comme je viens de vous le dire, c'est Richard Carapaz qui est le nouveau maillot jaune, donc qui est en tête. Donc voilà, suivi par le podium qui va s'afficher justement avec Tadej Pogačar. Les noms sont un peu compliqués parce qu'ils sont slovènes et suivis de Evenepoel. Il faut savoir que généralement les gens qui sont maillot jaune, maillot vert dans le classement général sont bien placés aussi. Comme vous le voyez, vous voyez marqué en bleu aussi sont les personnes qui sont français, enfin qui sont français parce que ça se passe en France. Donc voilà, on marque un peu les Français. Donc voilà, lui Bardet, c'est le meilleur français aujourd'hui dans le Tour de France et il est classé à la 5e place. On a aussi Vingegaard qui est danois et qui aujourd'hui est 4e de la course. Voilà, c'est un peu le classement général du Tour de France. Merci beaucoup, Ezekiel. Mais non, on s'intéresse. On s'intéresse à ce qui t'intéresse. Alors, l'Euro de football a démarré depuis déjà quelques semaines en Allemagne. Et donc, il y a eu les qualifications de poule aujourd'hui. En tout cas, ces derniers temps se déroulent aussi les huitièmes de finale. Et pour le moment, on a eu l'Espagne qui a battu la Géorgie, l'Allemagne qui a battu le Danemark, la France qui a battu hier la Belgique sur 1-0. La France qui est en quart de finale sans va marquer un seul but. Voilà, dans c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Et hier aussi, on a eu le match en plein de rebondissements avec le Portugal et la Slovénie, où voilà, le grand Ronaldo a manqué un penalty, mais qui après a réussi à faire qualifier son équipe. Oui. Donc voilà, on aura aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, la Roumanie contre les Pays-Bas et l'Autriche contre la Turquie. Et pour le moment, les matchs de quart de finale qui sont déjà qui se joueront d'ici vendredi. Donc on aura l'Espagne contre l'Allemagne. Ce sera un vrai choc parce que ce sont deux favoris aujourd'hui dans la compétition. Donc un gros va tomber déjà vendredi. La France contre le Portugal, voilà. En tout cas, disons que deux gros vont sortir cette semaine, et l'Angleterre contre la Suisse. Donc voilà, ce sont un peu les matchs à venir aujourd'hui. Voilà l'affiche pour l'Allemagne et l'Espagne. Donc on verra bien comment on continue. En tout cas, dans InfoSport, je serai là pour vous informer de l'évolution de la compétition. En tout cas, alors, Ezekiel, Espagne ou Allemagne déjà? Ton visage me dit tout c'est bon, disons que c'est deux équipes que j'apprécie beaucoup. Que le meilleur gagne. Même si j'ai là une petite idée de l'équipe que je vais supporter. Ça c'est vrai. Mais que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, vraiment.
Voilà, c'était tout pour les informations sportives du jour. Merci beaucoup, Ézéchiel. Nous allons donc maintenant, après le jingle, nous intéresser à la différence qu'il y a entre la sage-femme et puis l'accoucheuse. C'est très important, on se rend dans une maternité, on voit qu'il y a une sage-femme et puis il y a également une accoucheuse. C'est quoi exactement la différence entre les deux et puis c'est quoi leur rôle? Gisèle nous en dit davantage après le jingle. Alors, Gisèle, la sage-femme d'État, elle est accoucheuse, on le sait. Maintenant, il y a l'autre aussi qui est accoucheuse. Mais est-ce qu'elle est Finalement, sage-femme? là, Est-ce qu'elle est qui sage-femme? est sage-femme? Finalement, là, qui est accoucheuse. Finalement, là, c'est comment? Bon, faut nous dire. D'accord, merci Blondine. Mais je pense que avant de revenir sur les discussions, nous allons suivre une vidéo, un dossier qu'on a réalisé qui porte sur la différence entre les sages-femmes et les accoucheuses. C'est tout de suite. D'accord. Qu'elles soient sages-femmes d'État ou accoucheuses auxiliaires d'État, les deux sont formées par l'École nationale des sages-femmes du Togo. Mais le niveau d'études et le travail qu'elles font les diffèrent l'une de l'autre. La sage-femme ne fait pas que l'accouchement. Elle suit d'abord la femme avant la grossesse. Si une femme a un problème, la sage-femme est là, elle suit. Quand elle est enceinte, là intervient l'obstétrique, notre spécialité. Mais l'accoucheuse, elle a un niveau moins que la sage-femme. Quand on formait les sages-femmes avec le niveau BPC, elles étaient formées avec le niveau CPE. On n'a pas les mêmes curricula de formation. Nous, on fait l'accouchement éthosique, c'est-à-dire tout ce qui est facile, mais nous faisons aussi ce qui est difficile. Mais l'accoucheuse s'arrête à là où c'est facile. Quand la formation des sages-femmes est montée au niveau de Bac 2, on a relevé leur niveau aussi. Elles sont au niveau de BPC. Après le BPC, elles rentrent à l'école. Avant, elles faisaient 2 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, elles font 3 années aussi. Dans une maternité, les sages-femmes sont distinguables dans l'exercice de leurs fonctions. Partout où vous rentrez, dans n'importe quelle maternité du monde, quand vous voyez le rayé rose-blanc, c'est la sage-femme. Nous insistons. C'est vrai qu'il y a de nos collègues qui portent le carrelé. Ce n'est pas notre tenue, notre carrelé, c'est pas. C'est le rose, parce que le rose, ça symbolise la vie, la tendresse. Nous portons le rose parce que nous sommes porteuses de vie. Donc c'est pour ça que nous portons le rose, mais avec du blanc qui est de la joie. Malgré la différence, les deux entités jouent un rôle précis dans les maternités. Alors, comme nous venons de le suivre dans la vidéo, dans le dossier, on nous a retracé un peu la différence entre les sages-femmes et les accoucheuses. Donc, on peut voir par là que leur curricula de formation diffère. Les sages-femmes font 3 ans, généralement, de la même manière que les accoucheuses, mais leur niveau d'études avant de rentrer à l'école diffère. Les sages-femmes, c'est avec le bac et les accoucheuses, c'est avec le BPC. Et aussi sur le terrain, c'est-à-dire à l'hôpital, les sages-femmes interviennent déjà avant même la grossesse de la femme. C'est-à-dire, elle suit la femme, peut-être pour des petits bobos, les infections, tout ça, pour une femme qui veut tomber enceinte, tout ça. Elle suit carrément la femme avant même que la femme ne tombe enceinte. Maintenant, quand la femme tombe enceinte, pour le CPN, tout, elle suit la femme. Et aussi pour l'accouchement, quand c'est compliqué, des fois, elle arrive à s'en sortir. Alors qu'au niveau des accoucheuses, elle s'occupe juste de la partie un peu facile. C'est-à-dire, quand c'est pas compliqué, l'accouchement n'est pas vraiment compliqué, elle intervient là-bas. Et puis, les sages-femmes également, elles ont une particularité qui est l'obstétrique, qui rentre un peu dans la gynécologie. Donc, elles arrivent à surmonter des cas un peu plus difficiles, comme je viens de le dire. Et je pense que c'est ça. Maintenant, au niveau de la tenue, pour les reconnaître, comme nous l'avons entendu dans le dossier, elles portent du rayé rose-blanc. Oui. Et bon, dans certaines localités, ou bien
il y a des sages-femmes, disons, qui portent, ou bien des accoucheuses qui portent du carolé rose, tout simplement un peu clair, un rose peu clair, voilà, qui est un peu confondable. Qui est un peu, on confond. On confond un peu, nous avons entendu la présidence des sages-femmes dans la vidéo qui a dit que ce n'était pas leur tenue en réalité. Parce que la tenue des sages-femmes, c'est le rayé rose clair. Rose blanc plutôt, rose blanc. Voilà. Rose clair même des sages-femmes. Donc ça porte à confusion, C'est vrai que peut-être au sein de leur corporation, elles-mêmes vont savoir comment distinguer les choses pour que les patients ou bien la population ne se trompent pas la plupart du temps. Mais là, je profite pour tirer un grand chapeau à ces braves dames, à ces sages-femmes, ces accoucheuses, parce qu'elles font vraiment un travail de taille. C'est vrai que la population a tendance à les jeter la pierre la plupart du temps, les critiquer. Mais on va aller tout droit. Oui, nous ne pouvons pas passer sous silence le gros travail qu'elles font, parce que c'est pas du tout évident, surtout dans la périphérie, dans les milieux reculés. Elles jouent vraiment un travail assez remarquable, parce qu'on n'a pas assez de gynécologues étendus sur le territoire, surtout au niveau des systèmes sanitaires dans certaines localités. Oui, surtout au niveau des hôpitaux publics. C'est un peu compliqué. Donc, je peux dire qu'elles assurent vraiment le rôle même. Elles assurent la survie de la mère et de l'enfant. Du côté, c'est pas la prise en charge même du nouveau-né à la naissance. Elles jouent vraiment un grand rôle. C'est l'occasion de leur dire merci, de leur tirer un grand chapeau. Merci à vous. Merci. Alors, franchement, merci. Alors, j'aimerais toucher vite fait. Elles sont à l'honneur, même si ce n'est pas la journée internationale. J'aimerais toucher vite fait 2 points essentiels qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est qu'il faut faire attention à ce que vous allez aussi dans les centres de santé. C'est pas tout le temps à elle de vous dire que non, moi je passe sage-femme, je suis accoucheuse. Trouvez le moyen approprié justement pour demander si vous êtes adressé à une accoucheuse ou à une sage-femme. Et aussi essayer de savoir aussi dans quel cas il vous faut une accoucheuse ou une sage-femme. C'est très important. Et deuxième point, je vois que l'association des sages-femmes du Togo est une association qui est très unie, voilà, qui est très solidaire aussi. Donc voilà, j'ai en sorte à ce que le slogan entre guillemets soit bien respecté et que mesdames, aucune femme ne perde la vie en la donnant. Voilà. Et bon, c'est l'occasion aussi de préciser que ce soit accoucheuse ou sage-femme, les deux sont compétentes. Surtout qu'elles sont formées dans leur domaine. Elles font 3 ans, c'est pas rien. C'est pas rien. Elles sont compétentes. Et inviter aussi la population, nos mamans, quand elles se rendent à l'hôpital, aussi de rendre la tâche un peu plus facile à ces sages-femmes-là qui se donnent à bras le corps pour que qu'il n'y ait pas de femmes qui meurent en donnant la vie. Donc la responsabilité elle est partagée. Il faut que les mamans aussi, les femmes enceintes aussi, en allant à l'hôpital, qu'elles arrêtent un peu les caprices, je ne sais pas quoi, qu'elles soient focus sur pourquoi elles sont venues à l'hôpital et qu'elles suivent à la lettre les recommandations. Parce que c'est lors de la consultation prénatale des CPN qu'on vous donne les sages-femmes ou les accoucheuses donnent des conseils, des recommandations. Elles n'en tiennent pas compte la plupart du temps. Des fois même, elles sautent les CPN. Elles ne viennent pas à temps, tout ça, ce qui fait que après, quand il y a les complications, on pointe du doigt les sages-femmes, alors que en amont, elles ont eu à donner les conseils qu'il faut. Donc, je pense que la responsabilité elle est partagée. Il faut que chacun mette du sien pour que ça puisse. On va demander aux maris aussi d'accompagner les femmes à l'hôpital. C'est très important. Ezekiel, n'est-ce pas? Le message est passé. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'est tout. Merci beaucoup, Gisèle. C'est sur ça qu'on part encore une fois en pause. Et juste après, on reçoit notre invité du jour. Qu'aujourd'hui nous aurons à parler de l'importance du petit déjeuner. Tout à l'heure, on a eu à faire une causerie autour du thème le petit déjeuner à la togolaise, ce qu'on en pense. Parce que généralement ici au Togo, on sait que c'est à Imol ou c'est comme le matin. Nous avons le spécialiste, le nutritionniste, celui-là même qui peut répondre à toutes vos inquiétudes qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour, docteur Thiam Adeba. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Et la
toute première question que j'aimerais vous poser, c'est quoi exactement l'importance du petit déjeuner? Ok. Et le petit déjeuner, c'est un repas qui est très important dans la vie d'un être vivant. Un être vivant qui veut vivre longtemps, c'est très important de faire le petit déjeuner. Il n'est pas question de ça me plaît, si je veux, je fais. C'est un programme, c'est indispensable pour la vie d'un être vivant. Donc, on peut dire que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Donc, quand tu rates ça, tu es foutu. Mais il y a des fois, là, on n'a pas le temps raté. Mais on ne doit pas rater. C'est que vous n'avez pas faim. D'accord. Alors docteur, on constate souvent que voilà, des personnes n'ont pas justement le temps, comme l'a dit Blondine et Nachat, et ils se permettent justement de prendre par exemple du aïmolou ou du com directement pour le petit déjeuner. Même la pâte d'hier. Voilà. On aimerait savoir c'est quoi exactement les aliments qu'il faut inclure dans un petit déjeuner complet ou dans un bon petit déjeuner. Ok. Merci beaucoup. Le petit déjeuner comprend 3 phases. Et le petit déjeuner, tout d'abord, on prend les fruits pour ouvrir les membranes, pour avertir le corps qu'il y a un aliment lourd qui doit être introduit. C'est comme comment on se lève le matin, on part pour se débarbouiller au village. Tu trouves un pot, tu te débarbouilles, alors les yeux commencent à bien regarder, le corps s'éveille. C'est comme ça aussi le petit déjeuner. Il faut envoyer les fruits pour activer, pour rentrer dans les membranes cellulaires, les avertir que les aliments lourds arrivent, le carburant arrive. Donc après les fruits, par exemple, tu prends de l'orange le matin, tu presses et tu bois. Il y a de la vitamine C dedans qui te donne de l'énergie. Puisque le matin, tu as besoin de l'énergie pour aller faire tes activités. Donc, tu prends les fruits qui contiennent de l'énergie. Après cela, tu prends un aliment lourd. Là, on peut dire que peut-être tu as préparé l'igname avec une sauce, mais il n'y a pas d'huile dedans. Le petit déjeuner ne contient pas d'huile et du sucre. Contrairement aux aliments qu'on mange souvent. Le petit déjeuner ne doit pas contenir l'huile et le sucre. C'est pourquoi on dit, dans le programme de l'OMS, il dit plus de 94% de la population mondiale fausse le petit déjeuner. Parce que nous avons un thé, nous avons les omelettes, on met des sucres dedans. Le thé là même, ça ne contient pas de sucre. C'est différent. Les fruits, les sucres des fruits, c'est différent du sucre que nous prenons. Le sucre fruité, c'est notre programme. Donc le petit déjeuner comprend les fruits, un aliment lourd qui n'en contient pas d'huile et un thé. Par exemple, je prends un thé de moringa sans sucre après avoir pris les fruits, l'aliment lourd, et je prends le thé pour pouvoir lancer le message. Donc je suis en énergie. D'accord, mais à part les oranges, quels sont les types de fruits qu'on doit consommer avant, par exemple, de prendre aïmoul? Bon, en tout cas, il y a de l'huile dedans, donc aïmoul est exclu, c'est ça? Aïmoul vient d'être détrôné comme ça. C'est pas grave. Mais là, quel type de fruits qu'on peut consommer avant de manger ces aliments qui sont lourds, considérés comme lourds? Nous avons, il y a l'ananas. On peut prendre l'ananas, il y a pastèque aussi, il y a le melon, vous voyez, il y a l'orange, il y a l'ananas, il y a le melon que nous pouvons prendre le matin pour pouvoir demander audience aux membranes cellulaires de s'ouvrir. Parce que quand ils ne s'ouvrent pas, les aliments n'arrivent pas à pénétrer, on n'arrive pas à gagner en énergie. Donc voici que ces fruits standards. Il y a aussi la mangue. Vous voyez, au village, tu te lèves, tu n'as rien à manger, tu prends 40 mangues et puis tu en prends. Au village, les gens ont fait le programme, si bien que finalement, ils se sont mis en forme. Tu vas voir les vieux, les vieilles, ils sont en forme parce qu'ils ont toujours appris de manger le matin. Mais ils n'ont pas tout respecté. D'autres, c'est la pâte d'hier qu'ils prennent directement, ils partent au champ. Ils ont pris le deuxième étape du petit déjeuner parce qu'il y a les fruits, l'aliment lourd et le thé. Donc, nous, pratiquement le même, on saute les 2 étapes, on prend le thé en même temps. On ne prend pas fruit, on ne mange pas l'eau et on prend un petit thé dans un tac. Or, c'est le carburant de la journée. Vous voyez, c'est le carburant, c'est lui qui est responsable de toutes tes activités cérébrales. Parce que quand tu fais un mauvais petit déjeuner, le cerveau ne fonctionne pas bien. Tu vas oublier les choses. J'ai oublié. Donc il y a beaucoup de paramètres qui est. Et le petit déjeuner cache beaucoup de choses. En réalité, ça cache, c'est pourquoi on dit ça gâte la journée, ça cache beaucoup de choses. Alors parlons maintenant des boissons. Dites-nous, quels sont les meilleurs choix de boissons pour un petit déjeuner? Oui, les meilleures boissons pour un petit déjeuner, j'ai toujours dit, on ne s'aventure pas avec des boissons gazeuses. Et il faut apprendre à faire des boissons naturelles. Le monde tourne, mais il revient toujours à la case départ. Par exemple, quand je dis une boisson, quand tu prends, comment l'appelle-t-on,
l'orange là, tu peux le faire en boisson, bien. Bien sûr. Tu mets l'orange et puis tu puises un peu du pain de singe dedans. Tu connais le pain de singe? Ce qu'on appelle la langue. Tu veux faire une boisson pour prendre au petit déjeuner, puisque peut-être tu as fait un foufou avec une sauce blanche déposée, qui sera peut-être, l'exemple que je donne, un foufou avec sauce blanche qui sera le résident. Alors tu prends l'orange, tu presses 4 oranges et tu puises le pain de singe. Tu mets dedans, tu malaxes. Et sans sucre, parce qu'il y a déjà du sucre. Et tu prends ça. Après quelques 10 minutes, tu t'en vas vers foufou. Tu vas voir que le corps sera en énergie. Voici les types de boissons. Il y a aussi pastèque. Il y a des jus. Tu peux mélanger de pastèque, de banane, mangue. Mais je te conseille qu'il faut prendre cocktail. C'est pas que je suis contre cocktail, mais il faut toujours éviter au petit déjeuner de conserver le gaz dans le corps. Après que tu vas chaque temps, ça va te déranger au niveau de l'intestin, c'est pas bon. Il faut prendre des boissons qui vont faciliter le transit. Parce que tu es en train d'envoyer un message. Le petit déjeuner, c'est un message au corps. Pour que le corps ait toutes les qualités possibles. En fait, on l'appelle le carburant. Tout dépend. Tu vois, en France aussi, ils ont leur manière de le faire. En Afrique aussi, en Allemagne. Donc, tout le monde doit connaître la règle générale. Dans mon petit déjeuner, il n'y a pas l'huile et les fruits. Un petit déjeuner se prend dans l'intervalle de 6h à 9h30. On explique ça aussi. Pourquoi l'intervalle de ce temps? Vous voyez, 6h à 9h30, c'est l'heure du petit déjeuner. Quand tu le prends à 10h30, c'est ton problème. Il y a un écart, ça ne doit pas dépasser. Quand tu te réveilles en même temps, ça ne doit pas dépasser plus de 5 heures de temps avant de prendre le petit déjeuner. Plus de 5 heures de temps. Donc c'est important, toutes ces choses-là. Alors, docteur, vous avez dit que ça doit être plus ou moins lourd pour pouvoir avoir le carburant. Mais quelle est la portion idéale justement qu'il faut prendre pour le petit déjeuner pour justement avoir le carburant nécessaire pour gérer la journée? Ouais, tu me parles de la boisson? Non. Je parle de la portion idéale, voilà, de ce qu'on doit manger justement pour ne pas en manger trop ou pour ne pas en manger moins. Ouais, ok. Et en fait, on doit se comprendre sur ce thème. Ce n'est pas que je dois bourrer les ventres, que j'ai toujours les éléments. Je peux manger un bourratif, mais je n'ai pas gagné les éléments du corps. J'ai toujours dit, quand nous mangeons, le corps ne mange pas. Ce n'est pas la pâte que le corps lui mange. Il attend les éléments de la pâte. Donc il attend, voir est-ce que tu l'as envoyé, il y a les vitamines dedans, il y a les sels minéraux, il y a les antioxydants. Donc le matin, je prends 3 oranges, qui a un peu d'eau dedans, ou bien 2. Je mets le pain de singe, je donne un exemple, dans un taxe de truc là, un verre, demi-verre de truc là, je prends, c'est déjà bon. Maintenant, si je veux prendre, par exemple, un foufou, vous voyez un truc là, un rond de foufou, un rond de foufou déjà, c'est bon, avec la sauce. Il y a un truc là dedans, c'est poisson. On ne prend pas les viandes de sang le matin, on ne prend pas les viandes rouges là. Et un truc là, c'est bon. Et après cela, j'ai peut-être un thé de gingembre, ou bien un thé de moringa, que j'ai naturellement chez moi, pas que j'ai naturellement chez moi. Et puis, c'est bon. Je n'ai pas besoin de prendre en quantité, mais je dois miser sur la qualité. C'est parfait. Alors, dites-nous, docteur, comment adapter le petit déjeuner en fonction de ses objectifs de santé? Parce que il y a des gens, par exemple, qui disent, moi, je ne veux pas grossir, je ne veux pas avoir du poids. Il y a d'autres personnes, par contre, qui disent, bon, moi, le poids, ça m'importe peu. L'important, c'est que je sois en bonne santé. Maintenant, comment adapter le petit déjeuner en fonction de ces objectifs de santé qu'on se fixe? Ok, merci beaucoup. Et je m'en vais directement répondre à ça. Souvent, quand les gens veulent dégraisser ou bien perdre du poids, ils se disent qu'ils ne vont pas manger le matin. Dommage. Si tu ne manges pas le matin, tu vas plus prendre du poids parce que le poids se prend dans la nuit. Quand tout le corps est en repos, c'est là-bas que des nouvelles choses se font. C'est comme si quand on sème là, c'est pas dans la nuit que le mécanisme se fait. Donc, il faut manger le matin pour que la digestion s'effectue. Alors le soir là, le corps sera en jeûne. C'est mieux. Les gens ne mangent pas le matin et le soir pour dormir, ils prennent un boule d'appan que maintenant, moi, c'est une seule fois par jour que je mange et c'est le soir. Or, c'est le soir là que le corps mute. Le métabolisme se fait le soir, au coucher, quand tu dors. Quand tu as une blessure, tu dors, tu vois que le lendemain, ça s'améliore ou bien ça se détériore. C'est là-bas, c'est pas forcément amélioration. C'est deux choses. Soit ça devient plus compliqué, soit ça s'améliore. Donc, pour dégraisser, si je suis en surpoids, je mange bien le matin et le soir léger. Sinon, le soir, je coupe.
je ne mange pas le soir. Je prends seulement des thés et des aliments qui peuvent me permettre de me dégraisser. Mais si je renverse la pyramide alimentaire et que je ne mange le thé, pas par exemple, le matin, et que le soir j'ai dit non, je prends un truc là léger, bon, tout ça là. On saute même les repas. Je peux faire 100 ans. Maintenant, pour l'équilibrer à notre programme d'activité, il ne faut pas trop en manger. Des fois, les gens disent, quand je mange à Imol, je dors. Oui, c'est normal parce que ça a pesé sur l'intestin. Quand ce que tu as pris, c'est trop. Parce qu'on a dit le petit déjeuner. C'est tout un tas de paraboles là-bas. C'est pas parce qu'il est petit. Parce qu'on veut te dire que c'est un petit matin. Vous voyez? Ça sous-entend de ne pas trop aussi en manger. De ne pas trop en abuser. Parce que le nom a été, scientifiquement, le nom a été pris en anglais. Et c'est ça qu'on appelle le breakfast. Donc ça n'a rien à voir en conversion avec le petit déjeuner. Le breakfast, quand tu t'en vas là-bas, ça veut dire couper un jeûne, rompre un jeûne. Rompre un jeûne avec le petit déjeuner, ils n'ont rien à faire. Mais le français a expliqué que comme c'est un petit matin, malgré, tu ne dois pas en abuser pour satisfaire seulement ce qu'il faut. Le truc là. Il faut satisfaire l'interne. Vous voyez, quelqu'un peut se permettre d'extraire l'aliment et s'injecter. Donc, aïmolou, comme pâte, comme mange matin là. Ça dépend de la quantité. La quantité. Je prends un comme, je mange avec mes calamis et je prends le thé, sachant que j'ai pris mes fruits, ça passe. Mais si je veux reprendre comme j'attends midi là pour doser là-bas. Oui, vous voyez, c'est important. Parce que c'est comment les gens dosent. Toi-même, tu sais, le village, quand je dois aller faire le champ, quand je me lève là, je dose bien. Parce que ce qui m'attend au champ, ce n'est pas de la pagaille. Oui, c'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Le pourquoi les gens sont malades. Par exemple, quand tu es dans un bureau, tu travailles, l'énergie psychologique est plus que l'énergie physique. On donne de plus. Mais c'est parce qu'on n'arrive pas à sentir en même temps le mal. C'est pourquoi. Mais au village, ils savent ce qui les attend. Parce que tu dois soulever des choses. Donc, si tu ne mets pas beaucoup d'énergie, les vertiges vont te prendre. Donc, c'est la même chose ici, quoi. Merci beaucoup, docteur, pour votre intervention, pour avoir répondu à nos conseils. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin, un conseil à donner aux très chers téléspectateurs. Si je dois encore donner un conseil, c'est impératif de tout faire pour faire le petit déjeuner. Parce que les gens disent le petit déjeuner c'est pour les riches. Non, ce que tu as dans ta cuisine, tu le fais. Le petit déjeuner c'est simple. Pas aller trop chercher parce que les gens disent il faut chercher les fruits. Non, les fruits que tu en trouves là. J'ai toujours dit aux gens il faut prendre les fruits de saison. Si tu as autant de mangues là, prends les mangues pour faire tes trucs là simplement. Ce n'est pas question que tu vas trop te surcharger. Et ça donne le petit déjeuner, c'est une santé économique. Tu fais le petit déjeuner, et tu vas esquiver beaucoup de maladies. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Thiam Adeba. Je rappelle que vous êtes nutritionniste. Un petit rappel, nous nous tendons vers la fin de cette émission, mais nous avons une petite information à vous donner avant de vous laisser. Vous suivrez tout à l'heure, à partir de 13h, l'émission In Conversation with, présentée par le professeur Delidi Eric Dejila, professeur en relations internationales. Il sera question dans ce numéro de la deuxième partie de l'entretien exclusif du ministre de la Santé de la République Centrafrique, Dr Pierre Somsé. Quant à nous, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve... Voilà, quant à nous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 10h30 pour un nouveau numéro du Plateau du Bien-être. Au revoir.